Depuis plusieurs décennies, l'Afrique cherche à renouer avec sa véritable essence, à s'affranchir des carcans idéologiques et spirituels imposés par des siècles de domination étrangère. La souveraineté d'un peuple ne se limite pas à l'économie ou à la politique. Elle repose avant tout sur un socle spirituel solide, ancré dans sa propre vision du monde, dans ses valeurs ancestrales et sa connexion au divin selon ses propres codes. Aujourd'hui, alors que de nombreux Africains prennent conscience de la nécessité d'une renaissance authentique, une question fondamentale se pose. Quel socle spirituel peut véritablement garantir cette souveraineté? L'Afrique peut-elle se reconstruire en s'appuyant sur des paradigmes exogènes ou doit-elle impérativement revenir à ses fondements spirituels originels? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir ce matin dans le cadre de l'émission Sagesse Kamit, le frère Ebanga, fils de Mahat, un penseur engagé dans la redécouverte des traditions spirituelles africaines et leur rôle dans l'émancipation du continent. Ensemble, nous allons explorer les fondements spirituels qui peuvent permettre à l'Afrique de se réapproprier son destin et d'affirmer pleinement sa souveraineté. Renaissance africaine, quel socle spirituel pour une véritable souveraineté? Ouvrons ensemble ce dialogue essentiel et engageons-nous sur la voie de la reconquête de notre essence profonde. Que nos vénérables ancêtres nous guident et nous accompagnent comme il est de coutume tout au long de cette autre édition. Permettez-moi, avant de recevoir mon invité, de prendre la bande qui annonce Kemet Reconnexion 2025 et je vous retrouve juste derrière pour entrer dans le vif du sujet. Madame, Monsieur, à tout de suite. Ils sont venus de loin, des terres du monde entier, pour renouer avec les racines, pour revivre l'Afrique, non comme un souvenir, mais comme une force intemporelle. Après le succès retentissant de la première édition, Kemet Reconnexion revient pour une nouvelle immersion au cœur des savoirs et des mystères africains. Du 16 au 31 mai 2025, à Yaoundé au Cameroun, rejoignez la deuxième édition de Kemet Reconnexion. Un voyage exceptionnel où chaque jour révèle un héritage sacré, chaque échange nourrit la conscience, chaque geste réveille l'âme. Des maîtres spirituels, des prêtres initiés, des guérisseurs, des chercheurs de vérité, ils seront là pour vous guider, vous enseigner et vous reconnecter à l'essence de la tradition africaine. Plongez dans les initiations ancestrales, vibrez au rythme des tambours et découvrez la spiritualité africaine comme jamais auparavant. Kemet Reconnexion, parce qu'il est temps de réécrire notre histoire et de faire rayonner l'âme africaine. Du 16 au 31 mai 2025 à Yaoundé au Cameroun, inscrivez-vous dès maintenant pour vivre l'expérience qui changera votre vie. Infoline. Kemet Reconnexion, là où les racines du passé nourrissent l'avenir. Renaissance africaine, quel socle spirituel pour une véritable souveraineté? Je l'ai dit, telle est la thématique que nous allons aborder ce matin dans le cadre de votre émission Sagesse Kamit. Et permettez-moi de recevoir avec beaucoup de plaisir un frère, le frère Ebanga, avec qui nous allons cheminer tout au long de cette émission. Alors frère Otep et bienvenue. J'ose croire que cette grande pluie est une bénédiction pour nous ce matin. Bien sûr. La pluie, c'est les eaux. Les eaux bénissent parce que c'est à travers les eaux que nous venons au monde. Et je me rappelle également, les eaux traduisent le principe féminin qui, d'après la cosmogonie, est quand le principe féminin est la première manifestation de la vie. Parce que dans le Vêt, la première manifestation d'Eo, c'est l'œuf d'Akimbos. Même si cet œuf est en cuivre. Le cuivre qui vient symboliser le principe masculin qui féconde l'œuf. Et à partir de là, donc, émerge toute la vie à partir des eaux. Donc, la pluie ne peut être qu'une bénédiction. Voilà. Et je pense qu'on va évoluer sereinement et la pluie est certainement là pour nous rassurer. Triple Otep donc à vous, triple Otep à nos téléspectateurs
Ça fait longtemps que je n'ai pas été là. Effectivement. Et là, c'est faute de disponibilité. Mais aujourd'hui, je suis là, fier d'être là. Et je salue également ce programme à travers lequel tous ceux qui sont passés ici contribuent pour une œuvre bienveillante. Exactement. Celle de la Renaissance africaine. C'est un projet qui est salutaire pour nous. Et on espère que cette plateforme demeurera porteuse dans la sphère de la conscience des Africains. Tu m'as dit en offre, triple tep est lourd de sens et de profondeur. J'aime souvent dire triple tep parce que c'est une façon de rompre avec une mauvaise habitude mécanique de beaucoup de frères qui prononcent ça comme ça sans y mettre de la vie, sans savoir qu'à travers ce terme, on peut guérir même certains malades. L'homme étant pluridimensionnel, mais il y a 3 dimensions principales. Il y a la pensée, il y a les sentiments, et puis il y a les actes ou encore les paroles. À travers le triple tep, j'y mets mes pensées pieuses, à laquelle j'associe l'univers, j'associe également les vertus de la nature, et puis mes sentiments les plus nobles, quant au partage, à l'amour et à la fraternité, bref, au monde, qu'avec les autres. Et puis à cette parole qui porte justement donc ces vertus pour qu'elles soient salutaires, qu'elles soient thérapeutiques à celles et ceux qui nous suivent en ce moment. Exactement. Inviter donc les autres à souvent y mettre ces 3 éléments dans leur parole, ou tout au moins dans leur salutation. Parce qu'à travers la salutation, on donne la vie aux uns et aux autres. Les gens négligent souvent cet aspect, alors que c'est un aspect fondamental dans la collaboration et la vie entre frères. Tous les matins, quand on se lève, vous allez voir, les bassins vont dire d'autres, aujourd'hui, on dit Mbekiri pour imiter l'Occident, mais c'est pas comme ça qu'avant. Voilà. Ah bon? Non, moi on ne saluait pas comme ça. Au Bombeya, comment tu as dormi? C'est par là qu'on commence. D'accord. Il faut toujours savoir, pour l'Africain, tu es debout, mais comment tu as dormi? Parce que la nuit précède le jour. Exactement. Voilà. Si tu as mal dormi, il y a des chances que la journée se passe mauvaise, se passe mal. Et moi qui t'apporte donc la salutation, je dois t'apporter les faveurs, mais je dois déjà d'abord savoir comment tu as dormi. Et ensuite, je peux donc te dire bonbonus, c'est-à-dire bonne journée. Si je constate que tu as mal dormi, je dois m'assurer avec toi qu'ensemble on peut prendre des mesures pour changer la fréquence qui est censée t'accompagner. Exactement. Voilà, c'est important. C'est pourquoi pour l'Africain, le premier réflexe quand il voit son frère le matin, c'est d'abord de savoir comment tu as dormi. D'accord. C'est très important. Exactement. Le blanc, lui, il est venu, on ne veut même pas savoir si tu as... Comment tu vas dire à quelqu'un bonjour si tu ne sais pas comment il a dormi? Parfois, on le dit même en passant. Dès qu'on t'a vu, on le dit en passant. Et de façon mécanique, ça n'a pas de vie. Ces salutations-là n'ont pas de vie. Ça ne soigne rien, ça n'agit en rien. C'est fade comme un robot, parce que c'est des salutations purement robotiques ou robotisées. C'est un peu comme tu entres dans Google. Google peut te dire bonjour, mais ce bonjour n'a pas de vie, c'est un robot qui le prononce. Il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de pensée, il n'y a rien de sacré là. Et nous devons rompre avec ces traditions-là qui sont barbares selon moi. Nous devons nous réapproprier nos propres salutations empreintes de nos valeurs. Et c'est des valeurs thérapeutiques. C'est des valeurs saines. Et j'insiste souvent là-dessus. Exactement. Voilà frère, Renaissance africaine, quel socle spirituel pour une véritable souveraineté. Renaissance africaine, quel socle spirituel pour une véritable souveraineté. C'est une thématique puissante, forte de sens et très profonde. Tout de suite, avant d'entrer dans les développements, comme ça, qu'est-ce que ça te dit? Déjà, la thématique renaissance spirituelle africaine est une thématique ô combien importante, dans la mesure où elle peut nous permettre d'entrer, de parler en profondeur et de ressortir certains éléments qui échappent encore à nos profondeurs. Ceux-là qui ont du mal à saisir la pertinence et la portée du combat que nous menons.
parce que en fait, il s'agit, allons-y. voilà, il s'agit bel et bien d'un combat. Un combat qui consiste à la fois à la reconquête de notre identité à travers la réappropriation de nos marqueurs identitaires. Qu'est-ce que j'entends par marqueurs identitaires? J'entends par marqueurs identitaires ces éléments anthropologiques qui nous distinguent des autres communautés du monde, mais également qui resserrent nos liens et qui traduisent notre unicité culturelle. Et entre autres éléments, entre autres marqueurs identitaires, les plus importants selon moi, il y a notre linguistique, c'est-à-dire nos langues, mais également, ou alors et mieux, la science de nos langues. Parce qu'il ne suffit pas seulement de parler nos langues. Aujourd'hui, beaucoup de gens parlent le Léondo, le Bassa, le Bamileke et tout, mais il y a toute une science sacrée derrière ces langues dont nous devrions nous réapproprier. Et c'est ça notre linguistique. On doit se réapproprier cette science parce que derrière ces langues, il y a une science capable de nous donner des clés d'accès à des opportunités de rétablissement, d'harmonie dans notre communauté et également dans les mondes de l'au-delà. Il y a autres marqueurs identitaires, il y a notre nomastique, c'est-à-dire nos noms, mais également la science qui va avec. Voilà. Aujourd'hui, il ne suffit pas seulement de se contenter de porter un nom. Il faut comprendre la portée spirituelle et la science de ce nom. Quelles sont les clés cachées derrière ce nom? Savons-nous que derrière chacun de nos noms, nous pouvons accéder à des réservoirs d'énergie? Mais il faut en avoir la clé. Quand on te donne un nom, c'est une opportunité de connexion à une certaine sphère, à un certain réservoir d'énergie. Et autre élément, marqueurs identitaires, il y a notre liturgie, c'est-à-dire la science de nos rites et cultes, mais également de toute la philosophie qui sous-tend cela. C'est ce que j'appelle notre liturgie. Et elle va se structurer en Maat, Ubuntu. Et le troisième élément, c'est l'ancestralité. Maat, Ubuntu et l'ancestralité. Il y en a d'autres. J'ai d'abord pris cela. D'accord. Maat, pourquoi? Parce que à travers Maat, c'est notre meilleur moyen de trouver l'harmonie avec le monde dans lequel nous vivons. La sagesse initiatique africaine a ceci de particulier, c'est que lorsqu'elle se déploie pour décrire l'univers, elle ne décrit pas l'univers tel que l'homme aimerait que les choses se passent, mais elle décrit l'univers tel que la nature ou l'univers lui-même annonce et présente les phénomènes. Et l'univers nous fait comprendre à travers ces phénomènes qu'il est bipartite, c'est-à-dire il a un côté physique et un côté invisible. Voilà. L'univers, c'est l'univers qui nous l'enseigne et il nous le présente et on prend acte. Vous comprenez? Et une fois qu'on prend acte, il faut donc trouver le moyen pour nous de concilier ces deux aspects-là. C'est-à-dire comment concilier notre monde physique à notre monde spirituel. Comment concilier notre propre aspect physique à nos aspects spirituels. Et là, il faudra donc une science encadrée, on va l'appeler la spiritualité, qui va se structurer et codifier d'une certaine manière. On aura donc des ordres initiatiques, sociétés secrètes, tout ce que vous voulez, qui en fait ne sont rien d'autre que des éléments que la culture nous donne pour pouvoir déjà nous réconcilier avec nous-mêmes en tant qu'êtres bipartites. Et c'est en cela que notre culture, bon, comme toutes les autres, se veut sacrée. Parce que la sacralité de la culture africaine repose sur son opportunité d'accès à un ordre divin, vécu, connu, mais surtout valorisé par la sagesse et la science initiatique de nos illustres ancêtres, dont il convient déjà de saluer leur autorité sur l'ensemble de nos rites et cultes, mais également de reconnaître tout le génie qu'ils ont eu à donner un sens à ce sacré par lequel justement nous pouvons donc transcender la nature et accéder pleinement à tout ce que je peux appeler
de héritage ou prérogative divine. Exactement. Donc, voilà en quoi il est important pour nous de nous réapproprier notre identité, notre africanité, notre camitude. Voilà, justement. Et non kémitisme, voilà. Camitude, c'est très important. Merci beaucoup, frère, pour cette mise en bouche. Nous allons justement entrer dans le vif du sujet en étant en phase avec les exigences de la science qui veuille bien que nous définissons les concepts avant d'entrer dans leur développement. Et dans la titraille de cette émission, nous avons justement le thème socle spirituel. Alors, frère, selon toi, qu'entend-on précisément par socle spirituel, justement dans le cadre de la Renaissance africaine? Ce que j'entends par socle spirituel dans le cadre de la Renaissance africaine, c'est tout simplement les piliers qui sous-tendent ou qui devraient soutenir notre marche vers notre auto-réalisation, auto-détermination, auto-affirmation en tant qu'Africain. Et quels sont ces socles? Elles sont dans la culture. Dans la culture. Dans la culture. C'est la culture qui, en fait, est le socle principal et a donc des piliers. Les piliers qui permettent de soutenir cette culture, ce socle-là. Vous voyez un peu? Voilà. Ces piliers, j'ai même commencé déjà à les... Justement. Voilà. Justement. Il y a notre spiritualité, il y a nos langues, il y a nos noms, il y a également nos savoir-faire et nos savoir-être, qui en fait permettent de construire un code métaphysique propre à nous. Hein? Parce que c'est à travers notre code métaphysique que nous entrons en phase. Déjà avec notre, surtout pour nous qui sommes dans la forêt, on nous appelle généralement les Bantous. Et très souvent, on aime souvent dire Bantou, peuple de la forêt. Bah, ça veut dire que la forêt est notre pas univers de sens, écosystème particulier. Nous qui sommes dans la forêt aujourd'hui, on ne peut pas faire une spiritualité sans intégrer les éléments de la forêt. Exactement. Voilà. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi chez toi, en Afrique de l'Ouest, vos sanctuaires se trouvent à l'intérieur pas de la forêt sacrée. Moi qui suis Betty, tout ce qu'on appelle Ibengi, c'est-à-dire également c'est des sanctuaires, c'est toujours dans la forêt. Parce que c'est notre écosystème particulier. Exactement. Et dans cet écosystème particulier, il y a tous les éléments de la nature. Il y a des ruisseaux, il y a de l'eau, il y a des lianes, des arbres divers. Animaux, tout. On parle avec la nature pour nous. Parce que c'est là notre code métaphysique en dépend. Pour ceux qui sont dans le désert, je vais par exemple parler de ce qu'on les appelle souvent comment, c'est les Bédouins, ou pas les Bédouins. Ils ont un nom là, il y a une communauté parmi lesquelles il y a aussi les Peuls. Bon, c'est vrai que les Peuls, eux, c'est les métis. Il y a certaines communautés noires qui sont dans le désert. Eux, le désert, c'est leur écosystème particulier. Ce qui veut dire qu'ils doivent apprendre à se reconnecter, se réconcilier avec les forces du désert, comme nous nous réconcilions avec les forces de la forêt, parce qu'on doit être en phase avec notre écosystème particulier. Je pars du principe que l'on ne peut pas penser un développement et un épanouissement conséquent sans intégrer les éléments de la nature qui nous sont immédiats. C'est des éléments qu'on ne doit pas nier. C'est pourquoi quand j'entends souvent des gens penser le développement africain, surtout au Cameroun, en Afrique centrale et tout, et je ne ressens dans leur discours aucun élément qui a trait à la forêt, je me demande, mais on vit sur quelle planète? Comment on peut penser l'Afrique? On peut penser l'Afrique centrale, on peut penser le Cameroun, le développement du Cameroun, sans même reconnaître où se trouve le Cameroun. Et en s'adossant sur un socle exogène de plus en plus. Et tout. Vous comprenez? Alors qu'il y a des éléments, et j'aime souvent dire, la force de l'Afrique, c'est que c'est la nature qui l'enseigne. Alors, ça nous amène à observer les éléments autour de nous. Quand on marche, lorsqu'il y a on plante, il y a le panier. Quand le sous-préfet doit venir, il y a des feuilles, il y a les bananiers. Vous voyez, on intègre toujours ces éléments-là. Et ça a des significations précises en fonction des événements. Oui,
Et sans compter également que vous allez voir même les chefs être habillés d'une certaine tenue qui nous fait penser à la forêt. Hein? Il a un chasse-mouche, il a la peau de la panthère, vous voyez tout, c'est-à-dire tout est organisé, il y a toute une architecture pour nous connecter à la forêt. Une façon de dire que même étant dans notre propre maison, dans notre propre cour, nous sommes toujours dans la forêt. Et quiconque vient vers nous doit embrasser les forces de la forêt avec défiance. D'accord. Parce que nous sommes peuple de la forêt. J'aime souvent insister d'abord. Alors, comment est-ce que donc on peut penser une renaissance africaine pour nous? Hein, pour nous. Bah, premier élément, nous reconnecter déjà avec, nous réconcilier avec notre forêt. Hein? Comprendre quels sont les rôles des arbres qui sont dans cette forêt. Comment ils peuvent nous aider. Ces arbustes, comment est-ce qu'ils peuvent nous aider. Le ruisseau qui passe là, comment est-ce que, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Et quand vous allez pousser la réflexion plus loin, on vous dira que vos ancêtres y sont. Hein? Et c'est pourquoi quand vous êtes malade, vos ancêtres vont vous dire, entrez là, coupez tel arbre, coupez telle écorce, prenez tel arbre, prenez ceci, va te laver dans le ruisseau de derrière. C'est par là d'abord que les choses doivent commencer. Avant de penser comment on va construire les immeubles, comment on va construire des avions, des autoroutes et autres. Non. Il faut que les gens apprennent déjà à comprendre que le chantier commence à la base. La base, c'est où nous sommes et qui nous sommes. D'accord, frère. Peut-on parler d'un modèle unique ou de plusieurs ancrages complémentaires? L'Afrique a une unicité culturelle dans son fond. Hein? Mais dans ses expressions peut varier d'une ère sociologique à une autre. Mais le fond reste le même. Je prends par exemple, nous ici au centre, quand on va à la dot, on va avec comme vin traditionnel le vin de palme. Mais quand vous allez chez nos frères Bamileke du côté de la zone anglophone, eux c'est le vin de raffia, qui est toujours blanc. Vous voyez, qui est toujours blanc. Donc, on peut dire que la symbolique reste la même si les supports sont différents. Je prends juste déjà cet exemple, pour montrer à quel point, malgré les expressions variées de notre culture, il y a un fond commun. Dans toute, vous allez partir également, vous constaterez que toute l'Afrique subsaharienne ou l'Afrique noire, dans toutes les chefferies, que ce soit un peuple zoulou, que ce soit en Afrique de l'Ouest, que ce soit en Afrique du Centre ou en Afrique de l'Est, vous allez toujours trouver la peau de la panthère. Exactement. Toujours. Alors, quand tu vois les Zoulous en Afrique du Sud, par exemple, c'est les peaux de panthère. C'est les peaux de panthère. Vous partez partout en Afrique. Vous allez toujours constater cela. Alors, ça veut dire qu'il y a une certaine unicité. Parce que nous sommes à la base un seul et même peuple. Et Cheikh Anta Diop a fait un travail remarquable. Il n'est pas que le seul. On a même les Dibombarim et bien d'autres. Les professeurs Bonji et Djengele. Les Théophile Obenga, les Grégoire Biyogo. Bogbasson également. Grégoire Biyogo. Qui essaie de démontrer que même nos langues, même les langues que nous parlons, ont les mêmes racines. Elles peuvent peut-être varier selon les aires culturelles, les aires sociologiques, mais les racines restent les mêmes. Parce qu'à la base, nous sommes un seul et même peuple. Et ça doit donc nous parler. Ça veut dire que nous sommes à l'image du soleil. Au niveau de notre système solaire, il y a un seul soleil, mais qui brille parmi les rayons. Et dont les rayons touchent... Voilà, qui brille parmi les rayons. L'Afrique est dans cette lumière-là, qui brille, mais avec plusieurs rayons. Mais la source énergétique reste la même. C'est de ça qu'il est question. Et c'est pourquoi donc l'Afrique se fondera toujours sous le label communautaire. La communauté, c'est quoi? Dans la notion de la communauté africaine, l'homme en tant qu'individu ne compte pas. Il est tout simplement un maillon qu'on associe à une chaîne autour d'un projet pour constituer une force. Donc on va donc parler
de l'un et du multiple. C'est-à-dire, nous sommes un, mais dedans sont un, de ce un, nous sommes plusieurs. On va donc dire la fameuse formule Ubuntu qui veut dire je suis parce que nous sommes. Ou alors nous sommes, alors je suis. À travers cette réponse, ces éléments, on a la réponse. Que l'Afrique est plurielle et unique en même temps. Mais as-tu le sentiment que ce modèle communautaire, au XXIe siècle, est appliqué? Il n'est plus appliqué parce qu'aujourd'hui nous sommes formatés. Et c'est ça le grand drame de l'Afrique actuelle. C'est qu'on a des Noirs qui sont perdus entre deux mondes. C'est-à-dire sont perdus entre une Afrique qu'ils ne connaissent plus et un ailleurs qu'ils ne vont jamais posséder, quelles que soient les illusions qu'ils ont dans leur tête. Et nous devons donc nous réapproprier d'abord notre véritable identité avant d'aller à la source du monde. Et l'un des projets justement de la Renaissance africaine, à travers ces multiples démarches qui sont afrocentriques, kémites et panafricaines, parce que afrocentrique, parce qu'il est question, l'afrocentricité c'est cette philosophie de transformation intégrale des mentalités africaines, sous la base des réformes culturelles soutenues par une spiritualité ancrée sur le modèle africain qui seul peut garantir efficacement un développement serein et des plus authentiques. Donc à partir de là, les questions, le projet c'est de quoi? C'est d'amener les Noirs à se réapproprier leur identité eux-mêmes d'abord et de se doter d'un paradigme propre à eux dans lequel ils vont tirer les matériaux nécessaires à leur épanouissement. Et entre autres matériaux, il y a d'abord notre philosophie. Aujourd'hui, le problème de l'Africain aujourd'hui, c'est que il décrit le monde tel que le blanc le dit. Bon, ouais. Et quand il parle philosophie, il va se référer à d'autres. Et ça nous éloigne de notre propre vision du monde. Et tout développement que nous allons faire à partir de ce modèle sera calqué sur le modèle de l'autre et donc une pérennisation de la colonisation. Exactement. Voilà. C'est ce que nous voulons combattre. Maintenant, la démarche panafricaine, c'est quoi? Vous savez que le panafricanisme, c'est cette vision sociale, politique, économique qui ne vise qu'une seule chose, unir tous les Noirs du monde autour d'un projet de renaissance. D'un même idéal. Voilà, d'un même idéal de renaissance. Et pour cela, pour que cela soit bien soutenu, il faut donc une démarche qui permet à l'homme noir d'assumer pleinement son héritage culturel et ancestral. Parce qu'il est difficile pour le noir de promouvoir un développement et l'unité africaine sans que lui-même ne soit un réceptacle véritable de l'identité africaine. C'est un mensonge. Maintenant, on peut reconnaître que le cheminement peut être progressif. Donc, pour cela, je ne vais pas rejeter, par exemple, certains de nos frères panafricains qui sont encore musulmans. Parce que j'estime qu'ils ne sont que dans le processus. Hein? J'estime qu'ils ne sont que dans le processus. Voilà. Et c'est déjà bien, c'est déjà un pas. Hein? C'est déjà un pas. Près d'être musulman, mais parler déjà de panafricanisme. Oui, c'est déjà un pas. C'est-à-dire quoi? Parce que au moins, quand on entre, je prends par exemple, on a certains des leaders africains de la zone l'AES, qui sont des musulmans. Qui sont musulmans, mais panafricains, on voit leurs œuvres. Mais c'est déjà un pas. Parce que le futur pas sera la canonisation. Très bien. C'est ça le futur. Très bien, on ne peut pas faire tout en un jour. On ne peut pas faire tout en un jour. Exactement. Voilà. Donc, c'est déjà ça. Une fois qu'on est déjà panafricain, c'est déjà un pas. Parce que c'est progressif. Nous, par exemple, nous avons eu la faveur d'être kamites très tôt. Voilà, mais on n'est pas né kamite. Moi, je suis né chrétien. Comme nous tous d'ailleurs. Voilà, comme nous tous d'ailleurs. Et après mon christianisme, je me suis un peu baladé dans le monde. J'ai fait la Kabbale, j'ai fait les mouvements théosophiques, etc. Avant de prendre conscience de la nécessité pour moi de me réconcilier. D'un retour. Voilà. Et j'estime que les autres, même s'ils n'ont pas encore conscience de l'urgence pour nous, de porter sur nous et pleinement l'identité africaine, le simple fait déjà d'avoir un intérêt pour l'unité africaine, pour l'émancipation. C'est déjà un pas. C'est déjà un pas. Et nous devons les encourager. D'accord, frère. Le lien entre spiritualité et souveraineté, en quoi est-ce qu'une souveraineté véritable repose-t-elle d'abord
sur une base spirituelle. Il y a un brillant économiste ivoirien qui a dit la souveraineté d'un État, c'est 3 choses fondamentales. Premièrement, la monnaie. Deuxièmement, la constitution. Et troisièmement, la défense, pour ne pas dire le militaire. Alors, dans ce triangle de souveraineté-là, peut-on y trouver justement ce socle spirituel? Parce que s'il faut prendre un exemple, des 15 pays africains utilisateurs du franc CFA, par exemple, la monnaie, cette monnaie, nous savons qu'elle n'est pas la nôtre. Nous savons que la plupart de nos constitutions sont calquées sur les constitutions des autres. Également, même sur le plan de la défense de l'armée, on a signé des accords militaires avec certains pays occidentaux au point où ce sont ces pays-là qui nous dictent sur le plan militaire comment est-ce que nous allons marcher. C'est eux qui sont habilités à former nos militaires. Est-ce que dans ce triangle de souveraineté, on retrouve justement cette base spirituelle? Oui, vous avez dit la monnaie, le plan militaire et le troisième pilier, c'était la Constitution. La Constitution, ok. Déjà, en tant qu'Africain, tout commence dans la sphère spirituelle. Prenons le cas de la monnaie. La monnaie, c'est une énergie. Exactement. Pour que les gens comprennent cela. Le billet ou la pièce d'argent, hein, voilà. En fait, l'argent, c'est une énergie et qui va se matérialiser en monnaie. C'est-à-dire le billet et tout. Le franc CFA, c'est une monnaie, mais ce n'est pas l'argent. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi le franc CFA, on peut le changer. Et il faut le changer. C'est une monnaie, mais ce n'est pas l'argent. L'argent, c'est une énergie qu'on va matérialiser. Donc cette monnaie-là est vide. Elle est vide puisque c'est nous qui lui donnons de la valeur. Exactement. Vous voyez un peu? C'est nous qui lui donnons de la valeur. Je dis l'argent, c'est une énergie. Lorsqu'on la matérialise, elle prend des formes de monnaie. Hein? Et c'est nous qui lui donnons de la valeur. D'accord. Alors, vous allez comprendre également que quand vous remontez dans notre histoire, vous allez constater que les Africains avaient également leur monnaie. Qui traduisait le processus pour eux de matérialiser cette énergie-là qu'ils avaient captée dans l'au-delà. Cette énergie d'échange et de partage. Et ça allait de soi puisque en tant qu'Ubuntu, pour qu'on puisse vivre ensemble, même sur le plan énergétique, on doit être capable d'échanger et de partager même nos valeurs et ressources spirituelles. Exactement. Maintenant, sur le plan physique, il faut avoir la capacité de densifier ces énergies, de les matérialiser. Ils avaient eu l'idée donc de créer des formes de monnaie. Mais c'est parce qu'eux-mêmes avaient réussi à saisir la portée, la pertinence de ce mécanisme dans les plans spirituels. D'accord. Qu'ils ont réussi à harmoniser cela sur le plan physique et trouver des moyens d'échanger, et cela n'avait fait de problème à personne. Lorsque l'Afrique utilisait ces différentes monnaies, parce qu'il y en avait plusieurs communautés utilisaient les monnaies et ce n'était pas les mêmes, mais ils trouvaient le moyen d'échanger. Parce que le plus important pour l'Afrique, ce n'est pas cette pièce d'argent-là, c'est d'abord l'idée de vouloir être ensemble et de vouloir partager et échanger. Ils avaient même trouvé le moyen du troc, c'est-à-dire pour ceux qui n'ont pas la monnaie, parce que le troc c'est aussi une forme de monnaie, c'est-à-dire lorsque tu viens avec ta marchandise, elle devient une sorte de monnaie. Ouais. Parce qu'il fallait partager, parce qu'il fallait évoluer ensemble. Avant même l'avènement, ça t'occupe, avant même l'avènement même de l'argent physique, ce troc-là existait, chacun apportait de ce qu'il avait, et puis les échanges se faisaient. C'est une forme de monnaie, voilà, qui traduit le besoin d'échange et de partage. Et c'est ça l'Africain, parce que ce sont ces valeurs qui sont inscrites dans l'âme de l'Africain. Vous voyez? Et c'est pourquoi quand les gens veulent souvent venir donner des leçons d'économie aux Africains, je dis ces leçons d'économie nouvelles sont bonnes pour les Africains colonisés. Hein? Sont bonnes pour parce que l'Afrique avait son économie. Et à travers son économie a bâti des civilisations qui ont marqué et inspiré les grandes civilisations. Et elle se portait bien, l'Afrique. Et elle se portait bien. Alors, comment retrouver ces clés qui nous permettent de nous réapproprier notre propre système économique et à maîtriser par nos propres moyens l'énergie argent? Parce que c'est ça l'enjeu. Comment maîtriser l'énergie argent?
comment maîtriser. Si vous n'avez pas maîtrisé cela, vous ne pouvez pas maîtriser la monnaie physique. Nous avons du mal à contrôler le franc CFA. Pourquoi? Parce que son énergie, dans les plans invisibles, est maîtrisée par les autres. C'est pourquoi ça leur appartient. Ça ne nous appartient pas. Et à ce titre, on n'a pas d'indépendance financière. On comprend pourquoi ils sont présents justement dans les conseils d'administration des banques centrales parce qu'ils africaines. doivent s'assurer que les plans qui ont été déterminés chez eux, dans leur sphère d'intégration, soient appliqués, doivent être appliqués même chez nous. Je dis, l'enjeu, c'est la maîtrise de l'énergie, argent, dans les mondes spirituels. Je prends un exemple simple. Ça vous est déjà arrivé, parfois, lorsque vous devez avoir de l'argent, le jour, la nuit, vous rêvez. Vous voyez? Et il arrive parfois, l'argent vient, puis ça fuit. Vous ne parvenez pas à saisir. Et ça se répercute en journée. C'est-à-dire, vous avez une opportunité, mais qui à la fin passe. Parce que dans le monde de la nuit, vous n'avez pas pu maîtriser cet argent-là. C'est pas fortuit. Voilà. Donc, une façon de dire, la souveraineté monétaire passe déjà par l'appropriation et la maîtrise de l'énergie argent dans le monde spirituel. Exactement. Et la colonisation est venue à travers des mécanismes, nous a amenés à rompre avec les clés qui nous permettaient de maîtriser cette énergie dans le monde spirituel. Et ils nous ont proposé donc un mécanisme dont eux, ils maîtrisent l'énergie dans leur sphère d'intégration spirituelle. C'est pourquoi, tant qu'on va utiliser le franc CFA, on ne pourra pas véritablement connaître un développement serein, parce que cet outil économique que nous utilisons pour nos échanges, nous ne le maîtrisons pas. Tout au moins, ces archétypes dans le monde spirituel ne nous appartiennent. Et par conséquent, un pays ne peut pas être souverain sans une philosophie spirituelle propre. Et donc, ça, c'est pour le cas de la monnaie, pour montrer que tout passe déjà par la maîtrise spirituelle. Au niveau de l'armée, mais toutes les armées sont d'abord spirituelles. Hein? Observez nos grands guerriers. Lorsqu'ils allaient en guerre, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se connectaient d'abord la nuit. Ils se connectaient d'abord la nuit. Chaque communauté a des égrégores qui supervisent et contrôlent certaines activités majeures, entre autres l'armée pour la guerre. C'est pourquoi il y a ce qu'on appelle le dieu des armées, comme on voit chez les juifs et tout. Ça existe partout. Hein? En fait, quand on dit le dieu, on parle d'un égrégore, on parle d'un déva, on parle d'une intelligence consacrée à l'art de la guerre. Exactement. C'est lui auquel les guerriers se réfèrent. Et si vous n'êtes pas en accord dans votre sphère d'intégration avec ces dieux de la guerre, si vous ne vous êtes pas approprié ces faveurs, si vous n'avez pas maîtrisé l'énergie qui se meut dans la guerre, eh bien, vous ne pouvez pas être efficace sur le plan militaire. C'est de ça qu'il est question. Donc, on comprend que l'enjeu ici, c'est juste la maîtrise des énergies. Parce que quand vous maîtrisez les énergies dans les mondes spirituels, vous avez donc la capacité de les appliquer, de les implémenter sur le plan physique. D'où la formule qui voudrait que l'autonomie et l'indépendance soient d'abord une question spirituelle. Et c'est pourquoi donc j'apprécie souvent Bob Basson lorsqu'il dit que notre autodétermination en tant qu'Africain, ne pourra se faire tant que nous n'avons pas encore résolu les questions spirituelles, les problématiques spirituelles. Si on ne les résout pas, ce n'est pas possible sur le plan physique. Donc, si sur le plan spirituel, on n'a pas capté notre énergie argent, on ne l'a pas maîtrisé, on ne pourra rien implémenter sur le plan physique. Si sur le plan militaire, on n'est pas en phase avec ces intelligences, ou alors, ces intelligences qui se meuvent dans la guerre, dans l'activité de la guerre, et bien si on ne saisit pas ces intelligences, on ne deal pas avec eux, on n'est pas en phase avec eux, et il nous sera difficile. Vous pensez par exemple que quand vous entendez que les autres ont une armée des missiles, des ogives nucléaires,
on voit seulement l'aspect physique. C'est d'abord mystique. Bah, c'est d'abord mystique et ça existe chez nous. Sur le plan spirituel, vous avez des gens capables d'envoyer des missiles. Mais quelle est la clé pour transposer cela sur le plan physique? C'est là l'enjeu. On entre donc là dans la problématique du fameux de l'implémentation du Keper, le concept Keper, que d'autres disent Keper, qui traduit tout simplement la matérialisation supérieure des archétypes spirituels. Exactement. C'est ça le Keper, la matérialisation supérieure des archétypes spirituels. Et c'est une question de clés. Qui donne ces clés? Ce sont ces intelligences-là. Ce sont ces intelligences-là qui président l'art de la guerre. Les énergies qui se meuvent dans l'activité de la guerre, qui ont ces clés. Et quand vous êtes en phase avec eux, savoir se connecter. Voilà, se connecter à eux, ils ont la capacité de vous donner la clé qui vous permet de matérialiser cela sur le plan physique. Ces archétypes-là. Voilà, ces archétypes. Exactement. Aujourd'hui, comme nous sommes déconnectés de tout ça, on ne sait plus fabriquer les armes. Or, aujourd'hui, on a besoin des armes pour pouvoir nous défendre parce que nous vivons dans un monde violent. Et il faut reconnaître cela. L'existence des Noirs est menacée. Et on voit aujourd'hui que qui veut la paix prépare la guerre. Ça peut paraître violent. C'est pas ça seulement peut paraître choquant. Parce que les gens vont te dire non, l'Africain n'a jamais été violent. Oui, mais le contexte aujourd'hui oblige que nous puissions aujourd'hui nous préparer à ce plan d'extermination des Noirs sur le terrain des Noirs. Parce qu'il y a des communautés qui veulent s'approprier l'Afrique. Et heureusement que nos ancêtres ne dorment pas. C'est pourquoi tous les mécanismes qu'ils ont mis à travers les vaccins, les médicaments, les différentes politiques de natalité à travers le planning familial et tout, pour réduire la population des Noirs, rien de tout ça n'a marché. On se rend compte qu'en 25 ans, les Noirs, l'effectif des Noirs a doublé. Et les prévisions disent que d'ici 2050, justement. Voilà, justement, les Noirs représenteront près de la moitié de la population de la Terre. Et ça, c'est la preuve que nos ancêtres, nos dévas, nos entités ne dorment pas. Et s'ils sont là, et ils nous prouvent que nous, ils sont là pour nous protéger, pourquoi ne pas aller vers eux pour avoir ces clés? Exactement. Pourquoi ne... Et c'est ça donc l'offre tamique. C'est ça la nécessité et l'urgence de l'offre tamique. Ramener les Noirs à se réapproprier leur véritable identité pour faire face à leur destin. On ne peut donc pas parler, frère, de souveraineté sinon factice, parce que nous avons la monnaie, mais nous n'avons pas l'argent. Voilà. Nous avons le militaire, mais nous n'avons pas la défense. Nous avons le concept de constitution, mais nous n'avons pas la constitution. Nous n'avons pas la constitution. La preuve, regardez les constitutions que nous avons. Prenons le cas du Cameroun. C'est tout simplement une copie conforme des autres de la Constitution française. En quoi est-ce qu'elle reflète les identités africaines? Rien. Dans cette Constitution, vous allez constater que le jour du 25 décembre, les fêtes chrétiennes, c'est férié chômé sur tout le continent. Tout récemment, on a fêté le Ramadan. Le Ramadan, ça a été férié chômé sur tout le continent. Mais il y a eu le Longwan des Bamoun. Ce n'était pas férié sur tout le continent. Il y a eu le truc des Douala. Le truc Longondo. Ce n'était pas férié sur tout le continent. C'est un problème. C'est un sérieux problème qu'il faut résoudre. Et il faut même dire que les résultats du deuxième trimestre sont adaptés selon le calendrier de Pâques. L'école même. L'école, voilà. Il faut dire, le système scolaire, et ça me permet d'aborder la problématique du système scolaire parce que c'est aussi une problématique qu'on devra résoudre. Malheureusement, le système scolaire en Afrique subsaharienne est structuré pour empêcher l'enfant noir de penser et d'agir en tant qu'Africain. Je vous dis bien, d'agir en tant qu'Africain. Et en Afrique francophone, c'est encore pire. Parce que le système scolaire se structure à partir des schémas de présentation, des schémas de représentation, des schémas de perception, de logique et de symbolisme
et même de valeurs taillées à la juste mesure de la gloire de l'Occident. C'est ce qui explique pourquoi à l'école, vous allez constater que les plus grands penseurs qu'on nous enseignait, les plus grands héros de l'humanité, les plus grandes victoires de l'humanité appartiennent tous aux Blancs. On est même allé jusqu'à leur attribuer des concepts, des valeurs et des technologies qui au départ étaient les nôtres. Je me rappelle, on m'a dit le théorème de Thalès, alors que c'est africain. Et même le Pythagore. Même le théorème d'Archimède est purement africain. On ne m'a jamais enseigné que le centimètre a été inventé par mes ancêtres. On ne me l'a jamais enseigné. Moi, quand on m'a parlé de science à l'école, on m'a parlé de Pythagore, on m'a parlé de Einstein, on m'a parlé de Thalès. De Socrate, le père de la médecine. Le père de la médecine, alors que c'était un imposteur, ça il faut le dire, et tout. On m'a parlé de... Ils sont nombreux, mais on ne nous parle pas du noir. Et des prouesses du noir. Et vous savez ce que ça crée? Eh bien, ça programme l'enfant noir à admirer et à sublimer tout ce qui vient du blanc. Et c'est pourquoi Cheikh Anta Diop disait, pour l'Africain colonisé, la vérité sont toujours blanches. Et aujourd'hui, nous avons donc le devoir de rectifier cela. Nous avons le devoir aujourd'hui de créer un ordre nouveau qui permet tout simplement l'émergence d'un nouveau leadership noir, capable d'aller à l'assaut du monde avec des armes et des arguments nouveaux, calqués sur le modèle afro-centrique. Est-ce qu'on peut prendre l'exemple des présidents de l'AS? Ils font deux, mais ils sont tellement admirables, ces gens. Et curieusement, ils sont jeunes. Pour la plupart. Curieusement. Et c'est évocateur. Et on voit même aujourd'hui comment la France a maille à partir avec le poulain qu'ils ont installé. Le jeune là, on l'appelle comment? Dans quel pays? Le Tchad là. Ah, Idriss Déby. Le petit Idriss Déby, on voit comment il est en train de faire souffrir la France. C'est-à-dire les Français l'ont placé là pensant le manipuler comme ils voulaient, mais ils se rendent compte que ils ont du mal. En fait, c'était mieux le père. Le père même encore était mieux parce qu'aujourd'hui, il le réalise parce que jamais le père n'avait demandé à ce qu'une base française partait du Tchad. Justement, jamais le père n'avait exigé le départ de la base militaire française. Mais le fils est venu le faire. Ça prouve. Symbole pour symbole. Ça parle. Ça prouve que la jeunesse africaine aujourd'hui est prête pour assumer et accomplir la mission qui est la sienne. C'est-à-dire relever et faciliter l'émergence d'une Afrique nouvelle à travers un renouveau culturel approprié. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et ça, c'est l'œuvre de quoi? De nos dévanciers, du travail de Cheikh Anta Diop, du travail de Théophile Obenga, du travail de Mbok Basson et même du travail que nous continuons de faire à partir de cette production à cet instant. Exactement. Qui touche les téléspectateurs. Nous sommes en train davantage de leur donner des éléments et des arguments pour oser remettre en question le monde dans lequel nous vivons. Parce que le défi que nous avons aujourd'hui à faire, c'est de repenser et de restructurer nos réponses aux réalités politiques, économiques et historiques du monde. Nous avons besoin pour cela des réponses. Et pour obtenir ces réponses, il faut nous réapproprier notre histoire volée, nous réapproprier nos savoir-faire et nos savoir-être. Et c'est là donc l'opportunité de la renaissance, du projet de renaissance culturelle. D'accord, frère. Mahat comme fondement, toi qui es le fils de Mahat, peut-on considérer justement que la Mahat comme le socle spirituel le plus légitime pour l'Afrique? Peut-on considérer que Mahat est le socle spirituel le plus légitime aujourd'hui pour l'Afrique? Même pas aujourd'hui. Ça a toujours été. Parce que l'être et l'Afrique en tant que civilisation n'existe qu'à travers Mahat. Mahat a toujours été son fondement existentiel en tant que civilisation. Quand je parle de civilisation, je parle de notre culture et de tout ce qu'elle englobe, de tous ses aspects sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan politique, sur tous les plans. Mahat a toujours soutenu cela. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit tantôt, dans la vision de nos ancêtres, ce
à qui nous devons notre existence actuelle, parce que c'est par eux que nous existons. Nous ne sommes rien d'autre que la facture ou le produit de leur existence. Exactement. Alors, ils ont, à travers la connivence qu'ils ont développée avec l'univers, parce que c'est des gens qui ont passé le temps à observer l'univers, à s'instruire auprès de l'univers, jusqu'à créer même un lien avec l'univers, une parenté avec l'univers. Cette parenté, elle est psychique à travers les totems et les génies. Il faut que les gens comprennent. Je le dis parce qu'aujourd'hui, les gens aiment souvent critiquer les Africains avec le totémisme, parce qu'on a une version très alambiquée de ce concept anthropologique. Quand on voit totem aujourd'hui dans la tête, on voit le serpent qui est caché dans les toilettes et qui va voler les chances des uns et des autres. Mais cette vision de la totémie, elle est importée. Elle n'est pas la nôtre. Elle n'est pas la nôtre. Notre parenté avec l'univers passe par les totems. Hein? Passe par les totems, parce que le totem, c'est quoi? C'est une parenté psychique avec nous. Maintenant, elle peut avoir une forme matérialisée qui peut être un oiseau, un serpent, un chien et tout. Ce n'est qu'une forme matérialisée, mais l'essence en lui-même, c'est une entité spirituelle. Exactement. Frère, sans te couper, on va prendre très rapidement une transition du côté de la régie et on se retrouve juste derrière pour poursuivre cet échange qui me semble être très important. Nous prenons la bande-annonce et on se retrouve juste derrière. Ils sont venus de loin, des terres du monde entier, pour renouer avec les racines, pour revivre l'Afrique, non comme un souvenir, mais comme une force intemporelle. Après le succès retentissant de la première édition, Kemet reconnaît... Alors frère, retour sur le plateau. On était justement en train de parler de Mahat comme fondement. Quels en seraient donc les principes incontournables de cette Mahat-là pour un projet politique, par exemple? Premier contour, vous avez maintenant élément indispensable dans l'établissement d'un ordre mahatique, c'est la justice. La justice. C'est la justice. C'est la justice, parce que rien ne peut se faire sans justice. La justice permet de trouver l'équilibre social. Ça, c'est sur le plan social. Et si sur le plan social, la justice permet d'équilibrer la société, ça veut dire que même en nous-mêmes, la société, la justice nous permet de trouver l'équilibre entre nos différentes parties. C'est-à-dire la partie physique et la partie spirituelle. La partie sociale et la partie spirituelle. Quand je dis spirituel, c'est-à-dire avec également nos ancêtres et tout, c'est important et c'est fondamental. Parce que vous avez la justice, l'ordre et l'équilibre qui permet de construire l'architecture mahatique. Vous voyez. Alors, c'est simple. On doit restaurer la justice et ça passe déjà par la restauration de la vérité. La vérité de quoi? De notre histoire. On ne peut pas construire un monde juste si on ne restitue pas aux gens leur histoire, leur identité, leur valeur. Ce n'est pas possible de construire une justice sans cela. Parce qu'il faut donc ce processus de réconciliation entre les hommes et la société, entre les hommes avec eux-mêmes. C'est ça la justice selon le modèle africain. Il faut donc construire d'abord, bâtir un projet de justice viable et applicable. Sauf que pour que ce soit applicable, il faut des personnes capables de les implémenter. Voilà. D'où la nécessité donc d'un changement de leadership africain. Vous voyez, à l'image de ce qui s'est passé en Afrique de l'Ouest. Il faut donc ça, la justice. Une fois qu'il y aura la justice, l'ordre suivra naturellement. Parce que la justice permettra à chacun non seulement de se connaître, mais de savoir où est sa place. Et quand les gens savent déjà où est leur place, ils savent déjà comment se disposer socialement et l'ordre suit naturellement. Ouais. Et une fois qu'il y a donc cet ordre, à ce moment, on a la capacité de construire un monde et un rapport équilibré entre les mondes de l'au-delà
et ce monde-ci. Vous voyez, de manière simplifiée. Voilà comment on peut retrouver ce schéma Mahati qui nous permettra et qui également sera permettra non seulement à notre code métaphysique de mieux se déployer. De mieux se déployer. Aujourd'hui, notre code métaphysique a du mal à se déployer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un ordre, il n'y a pas une architecture compatible. D'accord. Vous voyez, compatible. Parce que lorsque vous avez ceux-là même qui sont chargés de rendre, de dire le droit, d'appliquer la justice sur le plan social, sont corrompus. Voilà. Lorsque vous avez ceux-là qui sont chargés d'appliquer le droit et la justice, qui sont déconnectés de leur environnement, de leur identité, de leurs ancêtres, de leurs propres valeurs. Lorsque vous avez ceux-là, les gouvernants, qui sont chargés d'apporter, de trouver l'équilibre dans la société, en implémentant des politiques qui soient favorables à l'émancipation des Africains, lorsqu'ils ne le font pas, vous voulez quoi? Ça crée un désordre. Et dans ce désordre, on va s'infiltrer tout et du n'importe quoi. Qu'est-ce que ça va créer en conséquence? La malédiction. On aura des perturbations dans la capacité à se marier. On aura des perturbations dans la capacité à procréer. On aura des perturbations dans la capacité même à nous projeter vers l'avenir. C'est ça les conséquences du désordre, c'est ça les conséquences du déséquilibre et c'est ça les conséquences de l'injustice. Il faut donc assainir tout ça. Cet environnement-là doit être assaini. Et pour que ce soit assaini, il faut des porteurs d'une vision, des porteurs d'un nouvel ordre. Et cet ordre, c'est quoi? Il est kamite, il est afrocentrique, il est j'ai dit kamite, afrocentrique, panafricaniste et tout. Il faut ça. Parce que c'est ça, Mahat. Chez nous en Afrique, chez nous à Kama, on dit que le pouvoir appartient au peuple. Et c'est ce peuple-là qui fait le choix de ses dirigeants. Ça veut dire que c'est le peuple qui fait un mauvais choix ou ce sont ces dirigeants qui se corrompent une fois qu'ils sont déjà là-bas. Les dirigeants sont à l'image des populations qui les soutiennent. Parce que qui fait le choix? Ce sont les peuples. Exactement. Si ces peuples sont aliénés, vous voulez qu'ils fassent comment? Moi, je vais prendre un exemple. Vous avez, du côté du sud, au niveau de la route qui devrait relier Ebolova à Kribi. À Comme-2, Kribi. Depuis près de 40 ans, quand on demande à ces gens que la route arrive, mais ils votent toujours les mêmes dirigeants. Vous voyez? Quand vous avez ce type d'expression populaire, ça veut dire quoi? C'est des gens qui sont déconnectés à la vérité et à eux-mêmes. C'est-à-dire, ils n'ont plus de sagesse, ils n'ont plus d'intelligence. On dirait qu'ils sont zombifiés. Comment pouvez-vous voter les mêmes personnes qui ne font rien pour vous? Mais à ce moment, quelle peut être leur motivation à voter les mêmes gens autant de temps après des mensonges répétitifs? Ce n'est pas une question de motivation, c'est l'aliénation, tout simplement. Une personne aliénée ne sait plus ce qui est bien pour elle. Vous voyez un peu? C'est ça le drame de l'aliénation. C'est que comme on est étranger à soi-même, on ne peut plus savoir ce qui est bien pour nous. Vous comprenez? On vit dans un monde d'illusions et de rêves. Et on est prêt à accepter toute promesse, même quand elle ment. Du moment qu'elle nous fait plaisir aux oreilles, on l'accepte. Vous voyez? C'est ça, c'est l'aliénation. Le véritable problème des Africains se trouve dans son aliénation. L'intensité de son aliénation. Tant qu'on ne règle pas ce problème d'aliénation, on n'aura pas. Et c'est ça. Et c'est pourquoi nous œuvrons pour désaliéner. Exactement. Et le pire, c'est quoi? C'est que vous avez des Africains qui financent eux-mêmes leur aliénation. Hein? Lorsque des gens cotisent pour bâtir des églises et des mosquées, ils financent leur aliénation. D'accord? Lorsque des gens cotisent pour créer une bibliothèque où on va venir avec des livres venus d'ailleurs qui vont enseigner tout ce qui vient d'ailleurs sauf ce qui est de chez nous, c'est financer l'aliénation. Autre moyen de financement de notre aliénation, c'est le fait de payer même notre propre scolarité, parce que même cette école nous aliène. Même cette école nous aliène, parce que cette école nous a donné la honte d'être noir. Il faut le dire. Cette école nous a donné la honte d'être noir. Et la fierté d'être tout sauf nous-mêmes. Et une fois qu'on a cette fierté d'être tout sauf nous-mêmes, qu'est-ce qui va se passer?
tout naturellement, on sera prédisposé, voire disposé à nous satisfaire d'une tutelle coloniale. Exactement. C'est la conséquence logique et directe. C'est pourquoi donc, pour le noir colonisé, le blanc, il le regarde comme un dieu. Et il a toujours besoin, je débattais l'autre jour avec, dans un groupe, avec un jeune africain qui a posté une image de l'ex-président sud-africain Botha. Voilà. Donc, celui que Nelson Mandela était venu remplacer. Il faut dire qu'il était blanc. Il était blanc. Voilà, c'est sur le dernier président même de l'apartheid, Botha. Où Botha disait clairement, les Africains sont incapables de se diriger eux-mêmes. Ils sont incapables de promouvoir le développement au sein de leur propre communauté. Je pense que Botha était avant Frédéric de Clercq. Oui, non, c'est lui qui vient après Frédéric de Clercq. Non, oui, c'est lui qui vient, oui, c'est vrai. Botha est parce avant que c'est lui qui a précédé Nelson Mandela, c'est Frédéric Frédéric de Clercq. Oui, Botha, c'est lui, c'est vrai. Et c'est Botha qui était au centre donc de l'apartheid, justement. Parce que il fait partie des théoriciens même de l'apartheid. Alors, Botha dit donc ceci que il est impossible pour les Noirs de pouvoir s'organiser eux-mêmes, de pouvoir s'auto-diriger. Ils en sont incapables. Tout ce qu'ils savent faire, c'est faire la guerre entre eux. Donnez-leur des armes, ils vont se massacrer tous. Ils ne peuvent pas construire un pays, ils ne peuvent pas construire une civilisation. Voilà ce que Botha dit. Et vous avez un Noir qui publie cela, et qu'est-ce qu'il dit? Il vient dire que, curieusement, 60 ans après, Botha avait toujours raison. En Afrique, aucun pays n'a pu relever les défis. Je lui ai posé la question. Sais-tu ce qui se passe en Angola? Sais-tu ce qui se passe en... C'est quoi, la Tanzanie? Non, pas la Tanzanie. Là, Gaborone, c'est la capitale de Botswana. Botswana. Voilà, justement. Sais-tu ce qui se passe au Nigeria? Es-tu en train de voir ce qui se passe dans l'AES? J'ai commencé d'abord par lui prendre l'exemple de l'Angola. Je lui ai dit, actuellement, l'Angola est plus riche que certains pays d'Europe. L'Angola est sur le point de sauver la dette de son ex-colonie. Du Portugal. Voilà, du Portugal. Puisque beaucoup de Portugais aujourd'hui viennent chercher du travail en Angola. Et le système bancaire portugais est appuyé sur la richesse angolaise. Sur les Angolais, au point que aujourd'hui des grands hommes d'affaires angolais sont en train d'acheter des parts de la banque centrale portugaise. Aujourd'hui. Et je lui ai dit, mais c'est des Noirs, non? Comment ils ont fait donc pour pouvoir construire un peuple aussi émergent? Quand Botha, est-ce que c'est un rapport avec, est-ce que ça n'a rien à voir avec, ne vois-tu pas que ça n'a rien à voir avec ce que Botha a dit? Va voir du côté du Botswana ce qui est en train de se passer là-bas. On est en train de créer, de construire là-bas tout un pays paradisiaque. Le problème c'est quoi? C'est que comme l'on s'abreuve au niveau des chaînes telles que France 24, RFI et tout, qui n'ont pas pour vocation de promouvoir le génie africain, eh bien on va croire que rien ne se passe en Afrique. On va croire que rien ne se passe en Afrique. On voit aujourd'hui l'AES en 2 ans. Qu'est-ce que le petit Traoré n'a pas fait? Il a augmenté son réseau routier. Ils viennent de mettre sur place une société, une industrie de voitures électriques en l'espace de 2 ans. Et ils sont en train de mettre leur monnaie, qui est le Sahel. Leur monnaie qui est le Sahel. Ça veut dire que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, ça va donner quoi? Pourquoi ils en sont arrivés là? C'est parce qu'à un moment donné, ils ont mené des politiques de rupture avec un ordre colonial établi. C'est tout. Ce qui empêche donc l'Africain aujourd'hui de pouvoir se construire lui-même, se bâtir, c'est parce qu'il est aliéné. Il est prisonnier d'un monde colonial. Il vit, c'est-à-dire il n'a pas la capacité de revoir et de repenser, de critiquer même de critiquer sa vision erronée du monde dans lequel il vit. Mais ça veut dire que le discours de Botha, quelque part, a un sens. Puisque ça ne fait pas longtemps, un pays comme la Centrafrique, on voyait les musulmans et les chrétiens s'entretuer comme des animaux. C'est quoi? C'est que ça n'a pas de Quand sens. on voit l'armée de M23 qui sont des Noirs en train de massacrer les Congolais qui sont également des Noirs. Je dis que ça n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que dans le discours de Botha, il inclut tous les Noirs. Or, d'accord. C'est ça. Exactement. Il inclut tous les Noirs. Il dit les Noirs sont incapables. J'aurais encore accepté qu'ils disent certains Noirs. Il dit les Noirs. Il dit les Noirs.
Donc ça veut dire qu'il englobe tout le monde. Et vous avez des Noirs qui soutiennent cela alors qu'il y a des exemples en Afrique où les Noirs sont en train de construire des civilisations, des pays, des économies qui défient même certains pays occidentaux. Encore que les Noirs sont les plus grandes intelligences du monde. Mais il faut déjà d'abord dire que toutes les civilisations modernes, dites modernes, sont inspirées du noir. Et même la science dite moderne aujourd'hui est inspirée, s'appuie sur des archétypes noirs. Je prends par exemple aujourd'hui, la science moderne à travers le paradigme et le langage quantique vient donner raison à nos traditions. Parce que le blanc est venu, lorsqu'il a vu ton arrière-grand-père parler à l'arbre, parler à l'eau, il a taxé d'animiste. Vous voyez que ton grand-père ne croyait pas en Dieu. Parce qu'il pour lui, il idolâtre les animaux, il idolâtre les arbres, il idolâtre l'eau, le feu. Parce qu'il parle à l'arbre, il parle à l'eau. Donc pour lui, Dieu c'est son eau. Mais c'est parce qu'il n'avait rien compris. Mais aujourd'hui, vous avez un Japonais qui a pu découvrir que l'eau a une conscience, donc une âme avec laquelle on peut interagir. Et le discours quantique aujourd'hui démontre que avec la structuration des atomes, puisque tout ce qui est physique n'a que des atomes, et chaque atome a une conscience, il y a donc la possibilité d'interagir, de communiquer avec tout ce qui a l'atome. Exactement. Et ça explique beaucoup de choses aujourd'hui. Ce n'est pas la sorcellerie. Ce n'est pas, c'est la science. Vous voyez un peu? Il est en train de démontrer que ton grand-père, quand il parlait à l'arbre, c'est qu'il savait ce qu'il faisait. Hein? Il savait que l'arbre, s'il a une âme, a une conscience. Je peux interagir avec lui. Et il y a communication. Quand il parlait à l'eau, c'était pareil. C'était de la science. Mais comme la technologie que nos parents utilisaient n'était pas celle de l'Occident, on a pris ça pour de la sorcellerie. Tout récemment encore. Et j'aime souvent prendre cet exemple. En décembre, j'ai vu un reportage. C'était, je crois, TF1, où on saluait un grand exploit, une grande avancée dans la technologie médicale. Où on a montré comment aujourd'hui un chirurgien peut opérer un patient à Hong Kong étant en France à travers un dispositif robotique et qui est connecté sur Internet à haut débit et qui avait la capacité de reproduire instantanément les gestes du médecin sur le patient qui est à distance. C'est-à-dire qu'il le fait là, tous les gestes qu'il reproduit à travers ses bras robotisés. À l'instant. À l'instant, le patient qui est en France. Le patient est en Chine ou à Hong Kong. Il est sur la table d'opération. Il y a aussi un robot qui est censé reproduire à l'identique et instantanément les gestes de l'autre. Ils ont salué quel exploit, quelle avancée technologique. Vous savez ce que moi ça m'a fait penser. J'ai dit mais finalement, ce n'est pas ce que nos tradis thérapeutes massent la poule ici. L'autre guérit de l'autre côté. Ressent instantanément et tout. Mais comme pour nous, notre robot ici c'est la poule, ils vont dire que c'est la sorcellerie. Vous voyez. Et ils sont tellement émerveillés, mais moi ça n'avait rien à m'émerveiller. Puisque nos parents font ça depuis. Hein? On masse la poule ici, le patient est aux États-Unis, il ressent instantanément le massage et il en guérit. Vous voyez? Voilà donc la même pratique, mais avec des technologies différentes. Sauf que l'autre a réussi à nous faire comprendre que notre technologie, c'est de la sorcellerie et que sa technologie est un exploit. Et que c'est un exploit et qu'on doit faire comme nous. Sauf que sa technologie nous coûte cher. Exactement. La preuve justement que la science fut nègre, noir et kamite. Nous avons un pays qui porte tout un nom de science, l'égyptologie. Avons-nous l'équivalent? De l'autre côté, il n'y en a pas. Il n'y en a même pas, puisque de toute façon, ils s'inspirent. Voilà. Ils s'inspirent, s'en inspirent. Et aujourd'hui, ils ont juste changé les formes. Mais le fond reste le même. J'ai dit tantôt, les sciences dites modernes aujourd'hui sont fondées sur des archétypes noirs. C'est démontré anthropologiquement et même la science... l'archéologie. Archéologiquement, c'est démontré. Donc, vraiment, on n'a pas... C'est l'aliénation mentale qui fait en sorte que aujourd'hui, on s'est approprié une histoire du monde qui a été vendue par le blanc et qui met le noir de côté. D'accord. Frère, sur le plan de la spiritualité et gouvernance, comment une pensée spirituelle bien ancrée peut-elle influencer la structure politique et économique d'un État, notamment un État africain?
simplement, c'est simplement par la capacité à initier les leaders. Et c'est ça la force de l'Africain. Donc une fois de plus, nos leaders ne sont pas des initiés. En tout cas, ils ne sont pas initiés dans notre propre paradigme. D'accord. Parce que l'initiation permettait à la conscience du dirigeant d'entrer en phase avec les valeurs promues sur le plan social. C'est à ça que servait l'initiation. Donc à travers l'initiation, on introduisait en toi, dans ta conscience, ces valeurs-là, qui faisaient en sorte que tu sois capable de les incarner sur le plan social. Et à partir de là, tu ne pouvais pas rater ta mission, sauf volontairement, et tu étais sanctionné pour cela. Parce qu'une fois que tu incarnes quelque chose, tu as la facilité de l'exprimer. Regardez par exemple quand quelqu'un incarne un génie, regardez la facilité avec laquelle il exprime ce génie. C'est naturel. Maintenant, tout dépend de lui. Est-ce qu'il veut gâcher ce génie ou pas? Mais il a cette capacité de l'exprimer de façon naturelle et aisément. C'est à ça que servaient les initiations. C'est pourquoi au cours de l'initiation, on devait d'abord s'assurer que l'initié et le leader doivent d'abord être savants. Il doit d'abord comprendre les enjeux, les forces en présence et la science qu'il doit être capable d'appliquer. C'est pourquoi les initiations prenaient un certain temps. Regardez chez vous à l'ouest, quand on prend quelqu'un pour aller l'initier, on l'amène dans la forêt sacrée là-bas. Vous appelez c'est quoi? C'est le lac. Le lac. Voilà et tout. Ça ne se passe pas en un jour. C'est des semaines, voire des mois. 9 semaines parfois. 9 semaines. Parce que pendant ces 9 semaines-là, on lui donne une certaine science. Il doit être déporteur du sacré de votre communauté. Et ce sacré est savant et scientifique. Je dis bien les savants et scientifiques. Donc, on lui donne la capacité d'implémenter les énergies qu'il a acquises. C'est pourquoi donc, un leader mal initié va échouer. Forcément. Et c'est ça le problème et le drame de la gouvernance en Afrique. C'est que nos leaders sont initiés dans la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, le christianisme et l'islam, où on ne leur donne pas les clés de ces sciences-là. On leur donne quelques bribes, mais jamais la clé. Vous comprenez? Ils vont échouer. Ils vont échouer. Parce que la plus belle femme ne peut toujours donner que ce qu'elle a. C'est qu'elle a. C'est évident. Vous n'avez pas la clé d'une science, vous n'avez pas la clé de quelque chose, vous ne saurez l'implémenter efficacement. Donc, il y a donc un renouvellement de la classe politique qui est une urgence pour l'Afrique. Un renouvellement de la classe politique. Et nous devons s'assurer que les leaders de demain aient une connexion et un ancrage dans les dynamiques et les valeurs afro-centrales. C'est pourquoi nous, aujourd'hui, on s'organise pour également aller attaquer le monde politique, la sphère politique, parce que c'est là-bas que se prennent les grandes décisions de changement. Il faudrait que d'ici 10 ans, 20 ans, 30 ans, qu'on ait des camis dans les assemblées, dans les sénats, et même dans des élections, mairie, tout ça, et pourquoi pas dans des élections présidentielles. Qui porte justement l'idéologie kamite. Au-delà de tout ce qu'on peut savoir, dans les plus grandes institutions, c'est par là qu'on va dynamiser les choses. On voit dans l'AES, vous avez des panafricains qui sont à la tête du pouvoir, et vous voyez les résultats. C'est aussi simple que ça. C'est pourquoi j'ai parlé de l'initiation. D'accord, frère. Sur le plan de l'opposition au modèle importé, par exemple, pour les spiritualités exogènes, ont-elles été imposées comme cadre de pensée sur le continent? Et puis, la question pour relancer, peut-on les concilier avec une renaissance africaine ou faut-il une rupture totale? C'est vrai que tu as déjà répondu à cette deuxième volet de la question. Il faut, mais je peux ajouter. D'accord. Dans un premier temps, il faut une rupture totale. Mais la rupture ne veut pas dire s'isoler du monde. Ce n'est pas ça la rupture, parce qu'il n'est pas possible aujourd'hui de s'isoler du monde. Mais c'est un travail qui se fait déjà en soi et en communauté. C'est-à-dire la capacité à remettre en question les valeurs qui structurent la vision erronée du monde dans lequel nous vivons. Très bien. Et notre capacité à réévaluer et à restructurer nos réponses aux réalités politiques, économiques et historiques du monde. C'est le travail que nous faisons
aujourd'hui. Par conséquent, avoir sa propre vision du monde selon nos réalités. Selon nos propres réalités, pour pouvoir donc aller à l'assaut du monde avec des armes et des arguments nouveaux, imprégnés de la marque afro-centrique. Hein? Ce n'est ainsi qu'on peut donc aller apporter à l'humanité notre contribution dans les programmes et également dans les dynamiques d'évolution du monde. Parce que l'humanité tout entière aujourd'hui fait face à des défis et toutes les communautés doivent y apporter leur contribution. Sauf que le problème de l'Africain aujourd'hui qui est colonisé, c'est qu'il veut aller là-bas avec les réponses et les solutions des autres. Il veut aller là-bas avec le christianisme. Non. S'ils ont besoin d'un chrétien, ils vont prendre un blanc. Il veut aller là-bas avec l'islam et le Coran. Non. S'ils ont besoin du Coran, ils vont prendre un arabe. Hein? Les Africains veulent aller avec le judaïsme. Non. S'ils veulent un judaïsme, ils vont prendre un juif. Il faut que les gens comprennent ça. Vous ne pouvez pas aller parler à la place des gens à leur place. S'ils veulent quelqu'un qui fait le bouddhisme, ils vont aller prendre un Népalais, ils vont aller prendre un Indien, ils ne vont pas prendre un Africain. Donc pour vous asseoir sur cette table-là, vous devez aller avec votre propre discours que les autres n'ont pas. Exactement. Ça vous permet de venir vous asseoir et de parler d'égal à égal. C'est le travail que nous faisons. Et en parlant donc d'égal à égal, on peut donc apprendre de l'autre. Vous voyez? L'autre, parce qu'on se complète, personne n'a la science infuse, personne n'a la connaissance infuse. Nous sommes censés nous compléter. Mais pour te compléter, tu dois déjà savoir ce que tu as et ce que tu n'as pas. Ça fait que quand tu as déjà maîtrisé ce que tu as, tu sais ce que tu n'as pas et ce dont tu as besoin. Donc tu as fait le tri sélectif. Ça fait que quand tu pars t'asseoir pour le partage, tu sais quoi donner à l'autre et quoi prendre de l'autre. Or, aujourd'hui, les Africains, comme ils ne se connaissent pas, ils vont avec la conscience des autres, ils n'ont rien à offrir et on va leur vendre tout, même ce dont ils n'ont pas besoin. Et ils viennent avec, et qu'est-ce que ça fait? Ça va les perturber dans leur conscience. Ça va davantage les perturber et ça a des conséquences. Ils sont désaxés de leur orbite. Et on voit les résultats là. Donc c'est pourquoi il y a une transformation en urgence des mentalités. J'aime souvent parler d'une refonte impressionnante et profonde des mentalités, associée donc à des réformes culturelles englobant, calibrées sur le modèle africain et afro-centré, capables de porter et de valoriser nos savoir-faire et nos savoirs. D'accord, frère. Sur le plan de l'initiation et la transmission, tu as même commencé déjà à répondre à cette question en disant qu'il est important que nos leaders, justement, soient initiés et bien initiés. Une souveraineté fondée sur un socle spirituel suppose une transmission initiatique. Tu l'as déjà dit. Comment l'organiser à l'échelle d'un peuple? Première question. Est-ce que, deuxième question, les écoles traditionnelles initiatiques suffisent-elles à cette mission aujourd'hui? Commençons d'abord par la première question. Comment l'organiser à l'échelle d'un peuple? Oui. Bah oui. On l'organise comment? Par l'initiation des leaders à toutes les échelles. Vous voyez? Comment se structure une société africaine? Il y a le chef, il y a les notables, il y a ainsi de suite jusqu'au chef de famille. Voilà comment ce sacré, on peut le répandre. Et chacun a la responsabilité de partager ce savoir-faire et ce savoir-être à son niveau. Voilà comment ça se répand. Voilà comment ça s'organise. C'est pourquoi j'aime souvent dire que le poisson pourrit souvent par la tête. Quand le leadership est corrompu, la société est malade. Forcément. La société est malade. C'est pourquoi donc le grand travail consiste déjà d'abord par la prise de conscience massive qui nous permet de constituer une masse critique importante. Avec cette masse critique, nous pouvons bousculer les choses, l'ordre établi et chambouler donc toute l'organisation actuelle. Une fois qu'on réussit à le chambouler, de nouvelles personnes peuvent émerger, de nouvelles consciences peuvent émerger pour faciliter donc cet ordre nouveau dans lequel on va donc prendre soin d'abord de sélectionner socialement parlant les personnes, c'est-à-dire faire un casting pour déterminer les bons profils à être dirigeants. C'est important, ce problème de casting. Parce qu'aujourd'hui, on souffre parce qu'il y a un problème de casting. Les gens ne sont plus à leur place.
Même les dirigeants ne sont plus à leur place. Vous avez des personnes qui n'ont aucune compétence métaphysique, mais veulent être à la tête des hommes. Ce n'est pas possible. Le pouvoir est mystique. Il faut que les gens le comprennent. Et le dire n'est pas un blasphème. C'est une réalité. Parce que il existe un ordre mystique qui gouverne l'univers. Et la croyance à cette réalité mystique, à cet ordre mystique, s'exprime à travers plusieurs activités, comme la médecine traditionnelle, où quelqu'un va masser une poule ici, le patient guérit de l'autre côté, la capacité à se téléporter, ainsi de suite. La capacité à plier même l'univers pour raccourcir le temps. Hein? Les miracles que les gens poursuivent dans la Bible là, ça exprime tout simplement l'ordre de la réalité d'un ordre mystique. Et tous les leaders ne peuvent pas être semblables à des personnes lambda. Donc c'est pourquoi je parlais de la capacité à faire un bon casting. Identifier les bons profils. Leur donner l'initiation nécessaire pour qu'à leur niveau, qu'ils puissent donc implémenter les nouvelles dynamiques communes. Très bien. Le poisson pourri par la tête. Ça veut dire que la nécessité de commencer par l'initiation des leaders permet justement à ces leaders-là d'impulser la dynamique révolutionnaire qui permet... Social. Voilà. Parce qu'ils vont prendre des décisions, implémenter des décisions favorables à l'émergence d'une nouvelle culture. C'est de ça qu'il est question. Afin de désaliéner les masses. De les désaliéner complètement. C'est pourquoi il faut une initiation des leaders. Mais pour cela, il faut un bon casting. Il faut choisir les bons leaders. Justement. C'est très important le casting. Si on refait la même erreur, où on initie les mauvaises personnes, ça va fabriquer les mauvais initiés. Et ça va échouer. Forcément. Forcément. D'accord, frère, sur le plan de la spiritualité et la science, bientôt nous allons sortir. L'Afrique antique liait spiritualité et science. Comment renouer avec cette approche? Aujourd'hui, d'un côté, nous avons la spiritualité, de l'autre côté, nous avons la science. Maintenant, comment renouer donc avec cette approche aujourd'hui pour que le socle véritablement soit... Comment renouer avec cette approche? Déjà, il faut une rupture avec le monde colonial qui, lui, nous a proposé un modèle qui séparait la science de la spiritualité. Voilà. Et vous avez des leaders qui ont grandi avec cette vision dichotomique de la vie. C'est-à-dire, dichotomique du sacré. C'est-à-dire, il y a un sacré spirituel qui est à part et un sacré scientifique qui est à part. Et vous avez même des Noirs qui font la promotion de ce modèle. Il faut rompre avec ce modèle. Voilà. Parce qu'une fois qu'on rompt avec ce modèle, on se réapproprie le nôtre, qui vise à concilier les deux mondes, les deux réalités. Parce que pour l'Africain, je n'existe pas sans l'autre, de la même manière que le jour n'existe pas sans la nuit, et vice-versa. Et il n'y a pas de monde physique sans monde invisible pour l'Africain. Et le monde physique n'est que le prolongement du monde invisible. Voilà la vision de l'Afrique. Et ça fait que ces deux réalités apparemment opposées ne le sont pas parce qu'il existe un lien indissoluble. Nous pouvons faire l'expérience en nous-mêmes. Nous sommes des êtres physiques, mais nous avons des aptitudes, je pourrais dire mentales, qui nous renvoient au monde abstrait, au monde spirituel. Nous pensons. Tout le monde rêve. Tout le monde rêve. Tout le monde a des sentiments. Mais la pensée, les rêves et les sentiments déteignent finalement sur notre réalité physique. C'est la preuve qu'il y a un lien indissoluble entre ces deux mondes. Exactement. Voilà. Et comment donc concilier ces deux mondes? C'est ça l'initiation. Je dis, l'initiation permet de donner les clés qui nous permettent de nous mouvoir consciemment entre les deux mondes. Parce que les gens se meuvent... Consciemment? Oui, les gens se meuvent entre ces deux mondes, mais inconsciemment. Ça fait qu'ils ont du mal à saisir le lien indissoluble entre les deux. Or, lorsqu'on t'initie, on te donne les clés de te mouvoir consciemment entre les différents mondes.
Et tu comprends que c'est lié parce que tout ce qui naît ici, tout ce qui est ici est un prolongement de ce qui vient de là-bas. l'autre côté. Vous voyez. Donc, c'est un peu ça. C'est pourquoi moi, j'aime toujours insister sur l'initiation, parce que l'initiation nous donne les clés pour comprendre beaucoup de choses et réaliser beaucoup de choses. C'est dans l'initiation qu'on réconcilie les deux mondes. C'est à ça que c'est l'initiation. Une initiation en Afrique, c'est être capable de voir la nuit et le jour. Prendre une décision la nuit qui sera appliquée le jour. C'est ça le lien entre les deux mondes. Et c'est ça également le fondement scientifique de l'Afrique à travers le concept de Kepere, que j'ai dit tantôt, qui n'est rien d'autre que la matérialisation supérieure des archétypes spirituels. Sur le plan... Voilà, on prend la nuit et on concrétise le jour. Quel est donc le lien entre les deux? C'est la conscience. La conscience. C'est ça le lien, le rapport entre les deux. Une conscience qui se meut entre ces deux mondes a la capacité de faire cela. Mais lorsque la conscience est endormie, elle visite ces deux mondes sans s'en rendre compte de son potentiel. On rêve, on ne peut pas interpréter. On rêve, on ne se rappelle même pas de ce qu'on a rêvé. Et parfois même, on se rappelle, mais on n'a même pas les moyens de réaliser. Parce qu'on n'a pas les clés. C'est ça, c'est une question de clés. Des clés. Et l'initiation est là pour donner les clés. Les clés. Sur le plan de l'échec des indépendances, frères, nous acheminons inexorablement vers la fin de cette émission. L'Afrique a obtenu des indépendances politiques, mais reste dépendante spirituellement. Cette subordination explique-t-elle nos échecs aujourd'hui? Est-ce que nos échecs aujourd'hui sont la conséquence seulement de ces indépendances factices? Oui, en fait, la subordination là n'est qu'une conséquence. C'est une conséquence d'un mal-être. C'est la conséquence d'une déchirure. C'est la conséquence de beaucoup de blessures psychiques qui n'ont pas encore été guéries. Parce que souvenez-vous que l'Africain d'aujourd'hui porte un lourd héritage. Au-delà de l'héritage glorieux de ses ancêtres, de la vallée du Nil, du Congo, de l'Empire du Congo, de l'Empire du Mali et tout, de grands empires qui ont fait la gloire de l'Afrique, au-delà de cet héritage, il y a également un héritage traumatique à travers l'esclavage, à travers la colonisation, qui a créé beaucoup de blessures et qui reste psychique et psychologique, et qui déteignent sur notre personnalité sans que nous nous en rendions compte. Est-ce que vous comprenez? Donc ces blessures traumatiques continuent toujours d'agir parce que la thérapie nécessaire pour réparer cela n'a pas encore véritablement été appliquée. Et ça explique aussi en partie l'aliénation. Parce qu'en fait, nous sommes des grands malades. Nous sommes des gens qui souffrent. Depuis notre psychologie, depuis notre psyché. Et lorsqu'on propose une thérapie, nous avons peur d'elle. Justement. On a peur d'elle parce qu'on nous a fait savoir que c'est de la sorcellerie. Très bien. Voilà. Alors, donc, il y a tout un long travail à faire. Il faut réparer les blessures psychologiques de l'Afrique. Le fait que beaucoup de nos ancêtres aient été déportés, vous voyez, la douleur que ça faisait à la fois chez ceux qui sont déportés et chez ceux qui restaient est inscrit dans le sang. C'est transmis dans l'ADN. Ça affecte notre psyché et ça crée un déséquilibre psychologique et psychique dont nous n'avons pas connaissance. C'est une maladie qui doit être réparée. Et pour cela, il faut des vrais maîtres pour réparer cela. Et il y en a, mais on a peur d'eux. Pourquoi on a peur d'eux? Et puis, nos décideurs, nos leaders actuels ne font rien pour qu'on se rapproche de ces maîtres-là. Parfois même, ils les pourchassent, ils les combattent, ils les tuent. C'est le drame de l'Afrique aujourd'hui. On les combat, on les tue. Ceux-là qui peuvent nous aider. Maintenant, une fois qu'ils sont tués physiquement, ils ont reçu une mission. Ils continuent de le faire maintenant dans d'autres mondes. Il faut que nous soyons donc capables d'aller les retrouver là-bas. Pour cela, il faut encore l'initiation. Ou alors qu'on mandate certaines personnes pour aller à notre place, prendre le remède et revenir partager avec nous. D'accord. Il faut déjà voir cet aspect-là avant d'aller voir les aspects physiques et tout. L'Afrique est un grand malade. Ses ancêtres ont été tués, massacrés.
éventré. C'est des blessures psychologiques. Et qui sont encore inscrites dans notre ADN. Et fraîches encore. Et fraîches. Fraîches, c'est ça qui explique pourquoi, naturellement, l'Africain a d'abord peur de l'homme blanc. Hein? Quand il le voit, il voit d'abord ce maître-là qui est prêt à le fouetter. S'il se comporte mal. La preuve, quand vous voyez Vladimir Poutine, vous voyez Donald Trump, vous voyez quelqu'un qui a l'arme nucléaire capable de vous raser. Hein? Et face à lui, vous devez parler avec courbette. Parce qu'il a la dissuasion. Il a la dissuasion. Et même quand il ne l'a pas véritablement, mais le simple fait de le voir, s'il te le dit qu'il a, tu es censé croire. Parce qu'au fond, tu es programmé pour cela. Parce que, outre l'éducation que tu as reçue, il y a ces blessures psychologiques-là qui demeurent. Et il faut une grande thérapie pour l'Afrique. Mais heureusement, et la bonne nouvelle, c'est que cette thérapie a commencé à travers le travail de Cheikh Anta Diop, de Grégoire Biyogo, de nos dévanciers et le travail que nous faisons. La décolonisation de nos pensées, de notre vision du monde est déjà en soi. D'accord, frère, tu as parlé d'éducation tout à l'heure. L'impact maintenant sur l'impact, n'est-ce pas, sur comment je vais dire ça, sur l'identité africaine. Un Africain élevé dans un cadre spirituel kamite aura-t-il une perception différente de son rôle dans la société fondamentalement? Bien sûr, puisque le kamitisme c'est quoi? Le kamitisme c'est une idéologie de réappropriation de l'identité noire. Ça te prédispose déjà à accepter qui tu es et à comprendre qui tu es. Savoir où sont tes forces et comment y aller. Ça te donne le courage de te débarrasser du lourd poids colonial qui te bloque mentalement. Et qui pèse sur ta conscience. Ça te débarrasse déjà de ça. Une fois que tu es débarrassé de ça, tu as la capacité d'assumer pleinement ton identité et tu deviens un candidat potentiel et valable pour l'héritage ancestral. Est-ce que vous comprenez? Hein? Tu as la capacité de porter sur toi et de l'assumer comme nous, Kamit, nous le faisons. Hein? D'assumer cet héritage-là. C'est pourquoi le Kamit n'a pas honte qu'on l'appelle par son nom. Il préfère même qu'on l'appelle par son patronyme. Vous voyez? C'est déjà une expression, c'est déjà un symbole. C'est une image qui renvoie. C'est-à-dire, au lieu d'accepter qu'on m'appelle encore par mon prénom d'antan, qui est un prénom européen, je m'appelle Ebanga et je veux qu'on le sache. Et je veux qu'on m'appelle ainsi. Mais ça part. Comme Nyamsi Yomba, par exemple. Comme Nyamsi Yomba. C'est déjà en soi une révolution hein, qui porte déjà en toi un certain sacré, mais également une lourde responsabilité. Parce qu'en le faisant, tu deviens un ambassadeur. Un ambassadeur de tes ancêtres. Un ambassadeur de ta communauté, un ambassadeur du sacré, du magistère de ta communauté, que tu es censé incarner partout. Et cela peut également influencer son rapport au pouvoir, à l'économie et même à la communauté. Bien sûr, parce qu'à ce moment-là, si tu veux faire dans l'économie, oui, tu as appris le modèle économique de l'Occident, parce que c'est ce qu'on nous a appris à l'école et c'est ce qu'on nous vend à travers les médias. Mais en même temps, tu vas aussi te poser la question, comment nos parents pensaient, structuraient et organisaient leur économie jusqu'à bâtir des civilisations qui étaient pertinentes du point de vue économique. Alors, on a le modèle occidental. Maintenant, est-ce qu'il y a la possibilité pour moi d'avoir les clés du modèle économique africain? Tu recherches cela et c'est ça notre travail. C'est-à-dire pour que d'ici 50 ans, au lieu qu'on ait des banques qui fonctionnent selon le modèle africain et spolient les pauvres davantage, qu'on puisse d'ici 50 ans créer des institutions financières qui ne spolient pas nos frères. Bien au contraire, qui leur permettent d'évoluer en les accompagnant. Vous voyez? Parce que aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les Blancs ont pensé leur économie et leur modèle de banque et ça les aide. Ils prennent des crédits là-bas à des taux d'intérêt très faibles. Parfois 0,1%, 0,2%. Vous voyez? Chez les Arabes, ils ont des banques, il n'y a pas d'intérêt. Quand un Arabe prête de l'argent dans une banque, il n'a pas d'intérêt, il doit rembourser net ce qu'il a pris. On ne lui impose pas des intérêts. D'intérêt, d'accord. Chez les musulmans. Vous voyez, c'est leur modèle à eux et ça leur profite. Mais dès que ces banques-là arrivent chez nous, les taux d'intérêt, c'est 14, 15, 17, parfois même 22%.
%. Vous voyez? Est-ce que vous voyez le poids que cela a? Et ça, c'est parce qu'on est dans un système dont nous n'avons pas la clé. Aussi simple que ça. Est-ce qu'il y a une alternative? Oui. C'est-à-dire nous réapproprier simplement notre espace et notre environnement économique et y implémenter notre vision, nos méthodes, nos savoir-faire. Et peut-être voir de quelle manière est-ce qu'on peut le concilier avec les autres systèmes. C'est ça le travail que nous avons à faire. Donc oui, c'est possible de pénétrer le monde économique avec nos propres méthodes et voir comment également le concilier avec les autres tout en gardant notre parcelle identitaire dans ce processus. Frère, est-ce que c'est seulement un manque de connaissances ou alors une peur ancrée en ces Africains-là qui crée ce rejet de leur propre structure, de ce socle spirituel-là? Bah oui, il y a la peur. Il y a également l'ignorance. La peur à cause des blessures psychologiques que j'ai citées tout à l'heure, les blessures psychiques. Parce que je dis, c'est un lourd héritage que nous portons. Imaginez un enfant qui très tôt voit comment on massacre ses parents devant lui. C'est une blessure avec laquelle il doit grandir. Parfois, ça les trouble, ils deviennent même des assassins. C'est démontré. Ils deviennent même des assassins parce qu'ils n'ont pas pu guérir. Exactement. De ce mal-là. C'est en eux. Et lorsque cette douleur se propage de génération en génération, ça crée de dégâts importants. J'ai vu un frère pleurer à chaudes larmes à l'occasion d'une conférence quand le conférencier racontait la barbarie que nos ancêtres ont subie. Bien sûr, ça fait mal. Et lorsque vous réalisez que vous êtes héritier de tout ce bagage, et que vous avez la responsabilité de trouver des mécanismes de réparation, non seulement pour vous-même, mais pour la communauté et pour l'humanité tout entière. Parce que l'humanité tout entière ne peut pas se porter bien tant qu'elle ne répare pas le mal qu'elle a fait à la communauté noire. Parce que c'est ce mal-là appelle un karma. Ça tire un karma sur l'humanité. Et c'est pourquoi nous devons nous méfier de certains narratifs qui nous amènent à négliger la responsabilité des Blancs dans l'esclavage. Parce qu'à l'école, on nous a enseigné que ce sont nos parents qui vendaient leurs frères. Vous voyez? Or, c'est une manipulation totale. Et je rappelle que ce narratif a été conçu par l'extrême droite occidentale, qui à un moment donné, voyant les changements du monde et ne voulant pas être demain portés devant un procès pour réparation, ils ont créé ce narratif et ils l'ont vendu à l'humanité pour qu'il n'ait jamais à répondre des crimes de l'esclavage. Et ils ont veillé à ce qu'on nous l'enseigne à l'école. Et vous voyez, beaucoup d'Africains sont convaincus que leurs parents ont vendu leurs propres parents. Et vous savez le drame que ça fait? Mais ça peut amener nos frères, la diaspora africaine, c'est-à-dire les afro-descendants, à nous détester. Exactement. Et avoir peur même de l'Afrique. Parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont souffert comme ça parce que nous les avons vendus. Vous voyez le conflit que ça peut créer entre nous alors que c'est un gros mensonge. Et c'est pourquoi je dis, nous devons nous réapproprier notre histoire au lieu de nous contenter d'une histoire dite par les autres. Ça nous permettra de nous réconcilier. Quel intérêt avions-nous à vendre nos frères, propres frères? D'abord, quand les gens y croient, c'est qu'ils ne prennent pas, ils n'analysent pas la situation sur tous ces aspects. Posez-vous simplement la question, l'esclavage a profité à qui? Vous avez la réponse. L'esclavage a profité à qui? Quel intérêt avions-nous à vendre nos propres frères? On va vous dire qu'on vendait nos frères pour une poignée de sel. Regardez l'insulte. C'est le blanc qui vient nous apprendre le sel alors que le sel existe dans nos langues. Nous avons des termes pour désigner le sel. Ça veut dire que nous connaissions le sel. On vient nous dire qu'on vendait nos frères pour le miroir. Et le whisky. Et le whisky. Mais le miroir, dans ma langue, il y a un terme pour parler du miroir. Hier. Est-ce que vous comprenez? Si nos parents avaient un terme pour désigner, c'est qui ça? Ça veut dire que ça existait. Ça veut dire que ça existe. Ce n'est pas le blanc qui vient nous apprendre ce que c'est que le miroir.
Ce n'est pas eux qui viennent nous apprendre ce que c'est que le sel. Est-ce que vous comprenez? D'ailleurs, à cause de, aujourd'hui, nous mangeons trop salé. La teneur en sel que nous avons aujourd'hui dans nos nourritures, ce n'était pas la même teneur de nos parents à l'époque. Exactement. Et vous voyez comment on est dénaturé. Hein? Aujourd'hui, on est tellement dépendant et friand de sel et tout. Nos parents maîtrisaient le sel et savaient quelle quantité, quelle teneur il nous fallait. Exactement. Parce que la teneur... C'était parfois 2 fois par semaine, hein? Oui. Qu'on mangeait du sel. Bien sûr, la teneur en sel participe également de notre capacité à nous harmoniser avec notre environnement, surtout notre écosystème particulier qui est la forêt et qui a ses exigences. Hein? Je peux vous dire que quand vous mangez trop le sel, vous avez du mal à être en connexion avec la forêt. C'est pourquoi parfois on va vous demander d'entrer dans des jeûnes et tout pour vous débarrasser de certains poisons. L'alimentation, notre alimentation aujourd'hui ne nous permet pas d'être en phase avec les forêts sacrées. C'est pourquoi il y a certaines personnes qui vont faire des rites dans les forêts sacrées quand ça ne marche pas, ils disent qu'on les a trompés. Est-ce que vous comprenez? Ils disent qu'on les a trompés, que tout ça c'est le satanisme. Il a la preuve aujourd'hui que Dieu n'est pas là-bas parce que rien n'a marché. Il est parti, on l'a béni et tout. Mais comment tu étais? Tu étais dans Alors qu'il faut se décharger d'abord des poids que nous avons. Est-ce qu'il y a de la résonance entre toi et l'environnement sacré autour de toi? S'il n'y a pas de la résonance, tout ce qu'on va faire ne va pas donner. Et quand tu parles justement de se réapproprier son histoire, c'est davantage important parce que ça renvoie au mode de vie qui était le nôtre. Et une fois, si on le sait, on ne peut pas discuter sur le fait qu'on ne pouvait pas vendre nos frères. Voilà. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. D'ailleurs que ceux qui soutiennent cette théorie ne peuvent pas le prouver. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui sont allés à se prouver. Vous aviez l'habitude de tout inscrit, de tout, parce qu'on a retrouvé, tout consigné. On a retrouvé justement on les appelle souvent comment, des registres. Là où c'était souvent consigné leur activité, et nulle part on a retrouvé dans un registre où il était écrit tel chef nous a vendu 5, 10, 20 esclaves. Tel autre chef nous a vendu. On a retrouvé ça nulle part. Il n'y en a pas. Ce sont des affirmations gratuites. Ce sont des affirmations. J'ai dit c'est un narratif construit par l'extrême droite occidentale. C'est elle qui construit ce narratif et l'impose pour pouvoir s'absoudre d'un éventuel procès à l'avenir qui les amènerait à réparer ce crime. Mais sauf qu'ils vont le réparer tout le temps. Et ça a bien marché et continue de marcher. Ça a bien marché, mais aujourd'hui il y a la critique. Hein. Exactement. Aujourd'hui il y a la critique, on leur demande de prouver. De prouver vraiment, ils ne peuvent pas. Ils en sont incapables. Ils en sont incapables. D'accord, frère. Nous allons sortir définitivement avec cette dernière question vers une application concrète. Si nous devions établir aujourd'hui les bases d'un État souverain fondé sur un socle spirituel africain, quelles seraient les premières mesures à prendre? Première mesure à prendre, c'est la restauration de nos institutions religieuses sacrées. La restauration de nos chefferies traditionnelles. Il faut réparer, il faut les restaurer. Hein? Deuxième mesure, la restauration de nos temples et sanctuaires sacrés. C'est par là qu'il faut commencer. Le travail commence dans le sacré. C'est-à-dire, dans une société où les chefs ne sont plus vraiment des vrais chefs, où l'institution de la chefferie ou l'institution royale est corrompue, il n'y a plus la capacité pour le leader à incarner pleinement le magistère du sacré traditionnel. Donc on a des chefs qui ne sont chefs que de façon vide, mais ils n'incarnent pas le magistère ancestral, en rien du tout. Or, nous avons besoin d'incarner ce magistère, ce sacré, parce que c'est à travers lui que nos ancêtres, nos génies, nos divinités peuvent se mouvoir dans la société, se mouvoir à travers la société et participer au rétablissement de certaines harmonies. L'harmonie sur le plan médicinal, l'harmonie sur le plan économique, l'harmonie sur le plan politique, l'harmonie sur le plan éducatif. Ils doivent être partie prenante et partie intégrante de l'activité de la société. Or, aujourd'hui, nous menons des activités sociales où on les exclut carrément. Et on les exclut parce que leur véritable suppôt, leur véritable dépositaire
ne sont plus. Les vrais chefs sont devenus rares. Lorsque vous avez des chefs traditionnels qui sont membres d'un parti politique, vous voulez quoi? Comment un chef peut être du RDPC ou du MSC ou de l'UPC? Il devient déjà partisan. Il devient partisan, il ne peut plus être le père de tous ses enfants. Hein? Quand vous partez dans les sociétés qui se respectent, en Arabie Saoudite, le roi n'appartient à aucun parti politique. Parce qu'il est censé incarner toutes les forces et les tendances vives de sa communauté. Il les incarne tous. Et c'est pourquoi il peut convoquer, en cas de conflit, il peut convoquer toutes les parties. Il a la légitimité pour le faire et le crédit, le poids sociologique pour le faire. Or, lorsqu'un roi aujourd'hui est du RDPC, déjà il entre en conflit avec ses enfants qui sont du MRC. Il entre déjà en conflit. Alors, est-ce qu'il peut encore avoir le crédit par rapport à son fils qui est du MRC ou de l'UPC? Pas du tout. On a tout. vu l'exemple d'un chef ici appartenant à un parti politique qui a suspendu une élite de son village parce qu'il apportait des sons contraires. Des sons contraires, vous voyez. Et vous pensez qu'avec de tels exemples, on peut encore parler du magistère actif en nous, dans nos communautés? Non. Or, c'est des choses qu'il faut réparer. C'est des choses. C'est pourquoi je disais, il faut restaurer la véritable institution royale ou des chefferies, et puis restaurer nos temples et sanctuaires. C'est très important. Parce que c'est dans ces temples et sanctuaires que réside ou alors se conserve le véritable champ électromagnétique de la communauté. Nous devons le savoir. Chez nous, par exemple, nous sommes en déconnexion avec notre sphère d'intégration. Pourquoi? Parce que les temples comme les Ibengi, c'était vraiment c'était comme une fosse, donc qui ne pouvait être approchée que par des initiés. Dans cette fosse, il y avait tous les éléments nécessaires qui permettaient de créer une sorte d'aura, une sorte de champ magnétique qui couvrait toute la communauté. Ouais. C'est des temples, c'est des sanctuaires qu'il faut réactiver. C'est un travail à faire. Une fois qu'on a restauré l'institution des chefferies, on a restauré nos temples et sacrés, alors à ce moment, le champ magnétique qui va baigner là sera favorable déjà à la participation de nos ancêtres, nos génies, nos divinités, et participera tout simplement, nous facilitera les conditions à créer un ordre d'équilibre, de justice démocratique. Toutes ces propositions étaient un projet utopique ou alors réalisable à court terme, pour ne prendre que le court terme, frère? Bon, à court terme, c'est difficile. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, le degré, le mal-être est profond. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, l'une des conséquences de l'aliénation aggravée, c'est le mensonge. On vit dans un mensonge. Je pense que le mensonge aujourd'hui est devenu, on pourrait dire, une sorte de culture, un mode de vie, de penser et d'agir. Vous voyez un peu, le mal-être est tellement profond qu'il atteint une situation, une dimension endémique. Hein? Toutes les couches ne semblent en être épargnées. Les enfants, les adultes, les hommes d'église, les hommes d'État mentent. Il n'y a ni honte ni peur à le faire. Conséquence, il y a un écart là, non? Justement, on a le droit, c'est-à-dire on a le droit de se poser, de s'interroger sur ce fléau où on se rend compte que le mensonge et les contre-valeurs sont érigés en vérité. On a le droit de s'interroger. Est-ce un fait culturel? Est-ce alors un problème d'éducation? Ou alors la conséquence de la colonisation? On doit se poser ces questions et trouver des réponses. Vous comprenez? D'accord. On doit trouver des réponses. Et cette réponse commence à être trouvée. Mais ça prend du temps. C'est pourquoi je dis à court terme c'est difficile, mais à moyen et à long terme c'est possible, parce qu'on voit les résultats. Les Cheikh Anta Diop ont commencé il y a 60 ans. Eux-mêmes étaient héritiers de certains prédécesseurs. Vous vous rendez compte qu'à l'époque de Cheikh Anta Diop, combien pensaient comme lui? Voilà. Ils étaient très peu. Ils étaient très peu. Il y a de cela 30 ans, combien, le mouvement même qui savait même ce que c'est qu'un kamite, c'est des expressions et des concepts qui n'existaient pas. On était quasiment tous chrétiens et musulmans, et il n'y avait qu'à peine 5% de la population africaine qui était encore restée ancrée dans les valeurs africaines. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a une dynamique révolutionnaire dans la sphère de la pensée africaine. Il y a une montée en puissance de la conscience afrocentrique. C'est un fait. Les gens le voient, le constatent. On constate que les jeunes aujourd'hui sont de moins en moins
enclin au discours et la propagande religieuse. Ça marque, ça prouve qu'il y a un travail qui est en train de se faire. Et le travail que nous faisons justement ici à Kemet Télévision est très important. Et les conférences, débats que nous animons de part et d'autre, la conscientisation que nous faisons de part et d'autre participe justement de cette dynamique de transformation intégrale de la pensée et des cultures qui ont façonné notre vision erronée du monde. Nous apportons une critique conséquente et bienveillante qui favorisera l'émergence d'une nouvelle conscience africaine. Et Banga, fils de Mahat, merci infiniment d'être venu. Oui. C'est un plaisir. Ah, le plaisir, il est partagé. Le plaisir, il est vraiment partagé parce que participer à cette œuvre de service, je vais le dire comme ça, de service pour mes frères noirs, pour la communauté humaine aussi, parce que en guérissant l'Afrique, nous guérissons toute l'humanité. Exactement. Donc c'est un peu ça. En guérissant l'Afrique, nous guérissons toute l'humanité. Et cette œuvre, ce service, nous permet à la fois de nous réconcilier avec nous-mêmes, mais également avec l'humanité, avec les ancêtres. Et les mondes de l'au-delà, pourquoi pas avec Dieu. Alors je suis là, ça a été un plaisir pour moi d'être là. Et j'espère qu'à chaque fois que j'aurai l'opportunité, je pourrai répondre et honorer à vos invitations. Tu l'as dit, tu l'as dit. Ainsi, à travers cette exploration, il apparaît clairement qu'aucune souveraineté véritable ne peut s'ériger sur un socle spirituel étranger. L'Afrique, pour renaître, doit retrouver ses propres fondations philosophiques, réhabiliter ses systèmes de pensée ancestraux et réconcilier science, spiritualité et gouvernance. Le défi est immense, mais il est à la hauteur de notre héritage. Il ne s'agit pas seulement de se réapproprier un passé glorieux, mais de le transformer en une force vivante capable d'orienter nos choix présents et futurs. Merci à mon invité, une fois de plus, le frère Ebanga, fils de Mahat, pour l'éclairage précieux qu'il nous a apporté. Nous espérons le voir de plus en plus sur Kemet Télévision, car les voix comme la sienne sont essentielles pour accompagner cette émergence spirituelle et souveraine de notre continent. Tu l'as dit, nous espérons te revoir de plus en plus. D'accord. À très bientôt, madame, messieurs, chers téléspectateurs, pour de nouvelles explorations sur la sagesse kamite. 3 fois au TEP, et à très bientôt pour une nouvelle édition de votre émission Sagesse kamite, toujours sur les antennes de Kemet Télévision.